et l'heure, donc on va démarrer sur le conseil municipal. Alors, je voudrais excuser Marie-France de Carnilès, Schulz Virginie, donc, qui est en maladie actuellement de travail, donc qui n'est pas présente non plus. Tourmalin qui donne procuration à Mme Mathieu Rosette. Et Andrieux Marie-Ange qui me donne procuration. Voilà. Le premier point de l'ordre du jour, approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16 octobre 2018. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce compte-rendu? Non, pas de remarques. Vous êtes tous d'accord pour l'approuver? Oui. Merci. Quelques brèves communications. Donc à Aisin, les travaux sont terminés. J'ai reçu ce matin au courrier l'invitation pour la réception officielle des travaux de la communauté de communes. Donc si vous voulez bien y assister, pour ceux qui sont disponibles, jeudi prochain, 29 novembre à 11 h. Rendez-vous place des Métairies. Donc ça c'est pour Aisin. Pour les jardins du Castel, la voirie. Jeudi 29. Pour les jardins du Castel, la voirie définitive rue Jacques Niévès est réalisée. Actuellement, au lieu des travaux route de Halin, pour faire la viabilité de 2 parcelles supplémentaires, puisque vous savez, c'était l'emplacement où devait se construire un collectif. Ce collectif ne se fera pas et il est remplacé par 3 maisons individuelles. Donc il faut faire la viabilité de 2 parcelles, puisque la première était faite. Je voudrais relever le fait que, suite à la réflexion complète de la lobby communale par la commune, un certain nombre de membres du syndicat des agriculteurs ont rénové complètement le local de la distillerie. Donc je crois qu'on peut les remercier. Vous dire également que suite à la loi NOTRe, ce n'est plus le département qui s'occupe, le département a perdu la compétence économie. Cette compétence est dévolue maintenant aux régions et aux comités de communes. Donc comme le département n'avait plus la compétence économie, il ne pouvait plus subventionner les petites entreprises pour l'achat de matériel, à part si un camion ou d'autres matériels. Donc la communauté de communes a pris le relais et au cours de l'année passée, il y a 2 sociétés de Rodemack, la Villa du Pin et la brasserie artisanale, qui ont été subventionnées par la communauté de communes sur leurs investissements matériels. Donc, que vous le sachiez, pour des sommes très conséquentes. Vous informez également que la petite Carcassonne a rouvert depuis début novembre, est ouvert actuellement vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. En ce qui concerne la fibre, vous allez avoir dans les boîtes aux lettres une invitation individuelle pour vous informer que la plaque de Rodemack est en passe d'être ouverte à la commercialisation. 2 premiers opérateurs télécoms fournisseurs d'accès à Internet seront présents sur le réseau dès l'ouverture, donc Orange et NS. NS, c'est une régie de Agondange, Bassam et Cattenom. Pour les autres opérateurs SFR, Free et Bouygues, des pourparlers sont en cours, mais nous ne savons pas encore quand ils décideront de venir sur le réseau. Quand on parle de pourparlers, c'est des pourparlers avec le département qui est propriétaire de la fibre. Nous estimons et espérons qu'au moins l'un d'entre eux sera présent l'année prochaine en capacité de commercialiser des clients sur le 2e semestre. Et l'information importante, à l'occasion de cette ouverture commerciale, nous organisons 2 réunions publiques les jeudis 13 et vendredi 14 décembre de 10 h à 19 h à l'espace Omnisport, impasse Jean 2 à Rodemack, donc au gymnase. Nous tenions à vous y inviter ainsi qu'aux adjoints et collaborateurs. Voilà. Donc actuellement, les employés des différentes sociétés qui travaillent pour Moselle Fibre sont en train de vous contacter individuellement pour assurer donc le branchement pour votre habitation. Voilà, c'est toutes les communications que je souhaitais vous faire.
Le point suivant, acceptation de chèque. Alors, je crois que j'en avais parlé ici. Le mini-tracteur Unicom qui appartient à la commune était défectueux. Donc nous avons fait faire un devis par la société Hackle. Il y avait pour 4 200 € de réparation. Donc on a décidé, compte tenu de l'âge de l'engin, on a décidé de ne pas le réparer et d'éventuellement faire une acquisition neuve au cours de l'année prochaine. Le mini-tracteur était pendant un certain nombre de semaines à Cattenom, et il y a un habitant d'Elzange qui l'a vu et qui nous a proposé 500 € pour le racheter. Donc on a accepté cette proposition et il a emporté contre un chèque de 500 € qu'il nous faut donc aujourd'hui accepter. Ça c'est le premier chèque. Le deuxième chèque, c'est ce mini-tracteur était assuré, puisqu'il était amené à rouler sur la route. Hein. Et Groupama nous a remboursé 19,63 €, c'était le temps qui restait à courir pour cet engin jusqu'à la fin de l'échéance. Donc un chèque de 19,63 €. Vous savez également que tant pour le gaz et pour l'électricité, on paye des factures estimatives et 2 fois par an, mars et septembre, il y a une régularisation qui est faite avec le relevé officiel, quoi, le relevé réel. Et donc pour ce qui concerne l'électricité sur les bâtiments, EDF nous rembourse 229,48 € suite au relevé réel du mois de septembre. Idem, EDF nous rembourse 2003,50 € pour le trop payé sur la facture gaz, régularisation du mois de septembre. Bon, je pense que c'est dû au fait que c'était soit ils avaient surestimé les acomptes, soit le temps était très clément cette année, donc on a fait quelques économies. 2003,50 €. Encore 2 chèques à encaisser. En ce qui concerne le sinistre d'un candélabre au rempart, rue des Seigneurs d'Espérange, donc l'expert est passé, et suite au passage de l'expert, on a eu un chèque de 2851,54 € qui est un acompte sur un valoir, puisque c'est une tierce personne qui a été identifiée. Donc on aura le solde lorsque le candélabre sera posé et que nous aurons payé la facture, donc on touchera les 100% du prix installé. Donc aujourd'hui, un acompte de 2851,54 €. Et dans l'affaire qui oppose Madame Thiebaud-Mulot à la commune de Rodemack, il y a toujours des honoraires d'avocat encore en cours. Et donc là, le Groupama nous rembourse 250,40 € pour un mémoire que le tribunal nous a réclamé au cours du mois d'octobre. Je pense que tout le monde est d'accord pour encaisser ces différents chèques. Remplacement de la minuterie du cadran de l'église Saint-Nicolas. Alors, donc le cadran de l'église, enfin les aiguilles ne tournaient plus depuis un certain temps, et il y avait également une volée de cloches qui ne sonnait plus. Donc on a fait venir la société Baudet, avec qui on a un contrat. Donc ils ont réparé la volée cloche numéro 3 dans le cadre du contrat d'entretien. Par contre, le cadran et les aiguilles sont complètement bloqués. Il n'y a plus moyen de les débloquer. Il a essayé par tous les moyens de débloquer, mais c'est tellement vieux, c'est tellement rouillé qu'il n'y a plus moyen de débloquer. Donc il faut, si vous êtes d'accord, changer ce mécanisme. Donc dans un premier temps, il voulait nous faire un devis avec une nacelle, mais
étincelle. Hein. Finalement, ils nous ont fait un devis avec des ouvriers qui vont monter sur le clocher avec des cordes. Voilà. C'est quand même nettement moins cher. Mais le devis total s'élève à 1 776 € hors taxe, donc 2 131,20 TTC. Donc je sais que nombre de Brodenapois m'ont déjà interpellé pour me dire que c'était gênant quelque part qu'ils ne puissent plus voir l'heure sur le clocher de l'église. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de remplacer dans ce cadran, pour les sommes que je viens de donner, d'approuver la proposition de délibération. Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, décide le remplacement de la minuterie du cadran de l'église Saint-Nicolas pour un montant de 1 776 hors taxe, soit 2 131,20, autorise le maire à signer le devis et toutes les pièces correspondantes pour la bonne exécution des présents. Tout le monde est d'accord? Oui. École élémentaire, classe de maire 2018. Donc, l'école élémentaire, en tous les cas les classes de CE2, CM1 et CM2, partent tous les 2 ans soit en classe de mer, soit en classe de neige. Cette année 2019, il y a un voyage qui est prévu au Lavandou, dans le Var, donc, entre le 3 et le 7 juin 2019. Et à ce titre, la directrice de l'école élémentaire Jean-Marie Pell nous demande une subvention exceptionnelle. Donc je vous propose de renouveler la subvention que nous avions donnée il y a 2 ans, à savoir 41 € par enfant participant au séjour. Parce qu'il semblerait qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ne partent pas. Il était même question à un moment donné au conseil d'école d'une suppression possible s'il y avait trop d'enfants qui ne partaient pas. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis, donc je pense que c'est validé. D'accord. Donc on peut valider également notre participation qui serait de 41 € par enfant participant au séjour, bien sûr, celui qui ne participe pas. Comment? Pardon, c'est l'inspectrice qui a... Oui, qui avait tranché. Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord? Alors, contrat d'assurance groupe statutaire. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais vous lire l'essentiel du courrier qu'on a déjà eu au mois d'octobre. Monsieur le maire, par courrier en date du 2 août et du 28 août 2018, le centre de gestion de la Moselle vous informait d'une future augmentation des taux de cotisation au 1er janvier 2019 du contrat d'assurance statutaire au regard des résultats dégradés qui impactent l'équilibre du marché. Donc, je pense que l'assurance qui a soumissionné il y a 2 ans s'est rendu compte que les dépenses étaient supérieures aux recettes. Donc forcément, ils se sont adressés au centre de gestion. Mais comme le centre de gestion ne peut pas nous dire on applique l'augmentation, il faut que ce soit le conseil municipal qui l'accepte. Il était de la compétence du conseil d'administration réuni ce 17 octobre de se prononcer sur la hausse envisagée. En l'espèce, les membres du conseil d'administration ont fait le choix d'une augmentation de 8% concernant le taux de cotisation relatif aux agents affiliés à la CNRACL, c'est-à-dire les agents titulaires, et d'un taux d'augmentation de 10% concernant le taux de cotisation relatif aux agents affiliés à l'IRCANTEC, donc les non-titulaires. Ces 2 augmentations de taux, mises en œuvre au 1er janvier 2019, seront garanties pour les 2 dernières années de vie du contrat, soit jusqu'au 31 décembre 2020. Les élus souhaitant privilégier un maintien du taux jusqu'à l'échéance du contrat. Donc, pour nous, pour les agents CNRACL, on avait une franchise de 10 jours, donc ça passerait de 5,18% sur les salaires à 5,59%. Et pour les agents IRCANTEC, ça passerait toujours pour une franchise de 10 jours, c'est ce qu'on avait choisi antérieurement, de 1,30 à 1,43. Donc 2 cas de figure se présentent à vous. Si votre collectivité accepte les nouvelles conditions tarifaires, il convient de retourner au centre de gestion dès l'adoption de votre délibération et ce avant le 30 novembre 2018. Le coupon réponse qui vous est joint accompagné d'une copie de la délibération. Et si on refuse,
Si votre collectivité décide de ne pas donner suite à la proposition de l'assureur, il conviendra de retourner au centre de gestion le plus rapidement possible ce même coupon. Par conséquent, votre collectivité ne serait plus couverte concernant les risques statutaires à compter du 1er janvier 2019. Vous doutez bien qu'on ne peut pas se permettre ça, puisque quand même le salaire ne prend pas remboursé intégralement avec une franchise de 10 jours lorsqu'on a un agent qui est malade, au-delà de 10 jours. Ce que tu refuses, c'est que tu as choisi une autre assurance. C'est que tu choisis une autre assurance ou que tu choisis de ne plus assurer le personnel pour d'avoir une perte de salaire complète si les personnes sont malades. Et donc, et si on choisit une autre assurance, on n'a forcément pas ces tarifs-là, puisque ces tarifs-là sont en fonction de toutes les communes de Moselle qui adhèrent au dispositif. Donc, fermé isolé. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est bien sûr d'accepter, en regrettant que ça augmente autant, mais bon. La commune de Rodemack a, par délibération date du 10 octobre 2016, adhéré au contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Le maire rappelle les taux applicables au contrat d'assurance statutaire souscrit par le centre de gestion de la Moselle depuis le 1er janvier 2017, donc je lui ai donné, c'est 1,18 et 1,30, plus 0,14 de frais de gestion pour le centre de gestion. Et donc cette option choisie passe de 5,18 à 5,59 et de 1,30 à 1,43. Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d'accepter les nouvelles conditions tarifaires, décide d'autoriser le maire ou son représentant à signer le coupon réponse afférent au taux applicable à compter du 1er janvier 2019, prévoit les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du centre de gestion. Ça représente une hausse de combien? De 8% et de 10%. C'est sur les salaires. Sur les salaires, je fais le calcul, mais ça peut faire une... C'est seulement une charge pour la commune ou c'est aussi déduit de salaire? C'est une charge uniquement pour la commune. Ouais. Puisque c'est de l'assurance, ce n'est pas des cotisations, hein, c'est de l'assurance. Alors, liste électorale. Donc là, je vais prendre un peu de temps. La décision qu'on doit prendre est très rapide à prendre, mais au niveau de la gestion des listes électorales, tout a changé. Donc on a une circulaire ministérielle qui est relative à la mise en œuvre de la réforme des modalités d'inscription sur les listes électorales entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019. Alors, pour résumer, c'est une loi du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales. Il réforme intégralement les modalités de gestion des listes électorales et crée un répertoire électoral unique et permanent, ça s'appelle le REU, dont la tenue est confiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc l'INSEE. Cette réforme, conduite par le ministère de l'Intérieur, entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Elle met fin au principe de la révision annuelle des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et extraites du REU, qui les centralisera et en améliorera la fiabilité. Les listes électorales seront établies par commune et non plus par bureau de vote. Cette réforme facilite également l'inscription des citoyens sur liste électorale en permettant leur inscription jusqu'à quelques semaines avant le scrutin et non plus jusqu'au 31 décembre de l'année N-1. Donc, grosso modo, chacun pourra s'inscrire toute l'année jusqu'à environ 3 semaines d'une élection. Donc, pour la prochaine élection qui a lieu au mois de mai, on aura la date limite qui s'appliquera par rapport à la date des élections européennes. Enfin, cette réforme fait évoluer les échanges d'informations entre les communes et l'INSEE, non seulement à partir du 1er janvier 2019, mais également dès cette année, afin de procéder à l'initialisation des données contenues dans le REU. Pour éviter les doubles inscriptions. Voilà. Les maires se voient transférer en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées. Donc actuellement, la commission administrative se réunissait, puisque les inscriptions se terminaient le 31 décembre, la commission administrative se réunissait avant le 15 janvier pour être informée des inscriptions et des radiations. Ces commissions administratives sont supprimées.
c'est le maire qui gère les listes électorales, mais il est secondé, la commission administrative est remplacée par une commission de contrôle. On va parler tout à l'heure. Les maires se voient transférer en lieu et place des commissions administratives qui sont supprimées la compétence pour statuer sur les demandes d'inscription ou sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. Un contrôle a posteriori sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi. Le rôle de ces commissions sera d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés par les électeurs concernés contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation du maire et de contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin. Donc ça veut dire que l'inscription va s'arrêter grosso modo 3 semaines avant. Ou, en l'absence de scrutin, au moins une fois par an. Donc c'est plus une commission administrative qui seconde le maire, c'est une commission de contrôle pour examiner les inscriptions et les radiations, et également pour examiner les recours éventuels des personnes qui s'estimeraient lésées par une inscription, je ne pense pas, mais par une radiation. La réforme s'applique également aux listes électorales complémentaires utilisées lors des élections municipales et européennes sur lesquelles sont inscrits les ressortissants de l'Union européenne, ainsi qu'aux listes électorales consulaires. S'agissant des électeurs, ça c'est très important, s'agissant des électeurs établis hors de France, la possibilité d'être inscrit à la fois sur une liste électorale municipale et sur une liste consulaire est supprimée. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait être inscrit sur une liste municipale et sur une liste consulaire. D'ailleurs, ça a posé des problèmes à certaines élections, puisqu'on s'est aperçu que les gens votaient deux fois, dans les ambassades et dans la commune de résidence. Donc là, ça, c'est maintenant supprimé. Parmi ces électeurs, ceux qui n'auront pas choisi au 31 mars 2019 la liste sur laquelle ils souhaitent demeurer inscrits, liste consulaire ou municipale, seront automatiquement radiés des listes électorales municipales et maintenus d'office sur les listes électorales consulaires. Ça, j'espère que le gouvernement fera une bonne information, parce que ça, c'est pas évident. Alors, afin de mettre en œuvre le REU, il convient d'établir dès cette année une version initiale à partir de laquelle seront appliquées à compter du 1er janvier 2019 les nouvelles modalités d'inscription de radiation affectant la liste électorale définies par la loi du 1er août 2016. Cette version est issue du traitement effectué par l'INSEE sur la liste électorale arrêtée le 28 février 2018. Ce travail a consisté à identifier chaque électeur à partir de son état civil, de l'attribuer un identifiant national d'électeur, unique et permanent. Ça, c'est en cours, et à radier les électeurs décédés ou en incapacité qui auraient pu continuer à figurer par erreur sur la liste électorale. Donc ce travail est actuellement en cours par la secrétaire de mairie. À repérer les électeurs doublement inscrits sur la même liste électorale ou sur des listes électorales différentes et à rechercher à quelle liste il convient de les rattacher. Voilà, donc ça c'est les informations essentielles. Donc ce qui change, donc après on a des inscriptions sur la transition, jusqu'à quelle date c'est les listes électorales qui font foi et à partir de quelle date c'est le REU qui se met en route. Ce qui nous importe ce soir, c'est la mise en place de la commission de contrôle. Donc les membres de la commission de contrôle, prévus par l'article L19 nouveau du Code électoral, chargés d'examiner les recours administratifs formés par l'électeur, préalablement tout recours contentieux, contre les décisions prises par le maire à son encontre, sont nommés par le préfet au plus tard le 10 janvier 2019. Donc la composition de la commission est prévue par les articles, etc., etc. Elle diffère selon le nombre d'habitants de la commune. Dans les communes moins de 1000 habitants, donc on n'est pas concerné. Dans les communes de 1000 habitants et plus, dans lesquelles plusieurs listes ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est composée de 5 conseillers municipaux, donc 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu lors du dernier renouvellement le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, et 2 autres conseillers municipaux de la liste d'opposition, étant entendu que le maire et les adjoints ne peuvent pas faire partie de cette commission de contrôle. Donc c'est forcément des conseillers municipaux. Si d'aventure on n'avait pas 5 candidats, donc on tombe dans la catégorie des communes de 1000 habitants, de moins de 1000 habitants, et à ce moment-là, il y aurait la commission
commission de contrôle serait dirigée par un conseiller municipal de la commune, un délégué de l'administration désigné par le préfet et un délégué désigné par le tribunal de grande instance, donc en l'occurrence pour nous de Thionville. Voilà. Donc on serait à quelque part dessaisi de cette fonction si ce soir on n'a pas suffisamment de candidats. Pour le reste, c'est les infos. Détermination du périmètre des bureaux de vote, il n'y a pas de changement. Demande d'inscription sur les listes communales des électeurs inscrits sur les listes consulaires. Pour l'essentiel, c'est ça. Donc là, on a des informations complémentaires dans une revue qu'on reçoit qui résume bien la situation. Je veux dire que là, je pense que c'est suffisamment clair. La commission de contrôle dans les communes de plus de 1000 habitants. La commission dépend du nombre de listes élues lors du dernier renouvellement et de l'ordre du tableau. Donc chez nous, il y avait 2 listes qui ont obtenu des sièges au conseil municipal. Donc la commission de contrôle est composée de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste et ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. Mais l'inscription dans cette commission de contrôle est volontaire, ce n'est pas une obligation. Et de 2 conseillers municipaux appartenant respectivement à la 2e et la 3e liste. Bon, là, une 2e liste, donc les 2 font partie de la liste d'opposition, comme vous êtes 2. Le maire, les adjoints titulaires de délégation et les conseillers municipaux titulaires de délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission. Donc chez nous, donc, ça concerne le maire et les adjoints. Voilà. L'ordre de nomination, c'est-à-dire si un conseiller refuse, c'est le suivant. Ouais, c'est le suivant. Donc je vais prendre la liste là. Dans chaque commune, les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet pour une durée de 3 ans. Et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal, le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission. Et donc, suite à la réforme applicable au 1er janvier 2019, ils doivent être nommés pour la première fois, plus tard, le 10 janvier 2019. Mais les services de la préfecture nous ont demandé de donner les noms pour le 3 novembre 2018. Et, oui, quoi le rôle exact de cette commission? Alors le rôle exact, c'est de contrôler l'action du maire. S'il a, bon, je ne pense pas que quelqu'un contestera une inscription, mais le maire, sous certaines conditions, peut radier des électeurs. La commission vérifie si voilà, si c'est justifié. Ouais. Et dans un premier temps, il doit examiner également les réclamations éventuelles d'électeurs qui souhaitaient ne pas être radiés et qui considèrent qu'ils ont le droit de voter dans cette commune. Parce que je rappelle que pour voter dans une commune, il faut payer des impôts. Peut-être ne pas y habiter, mais au moins payer des impôts. Il faut une attache avec la commune. On ne peut pas être inscrit n'importe où, n'importe comment. Et la commission de contrôle, donc, se réunit au moins une fois par an, et en tout état de cause, entre le 24e et le 21e jour, avant chaque scrutin. Donc, pour les élections européennes, elle devra être réunie entre le 2 et le 5 mai 2019. Les réunions se publient. Voilà. Donc, le maire pourra assister. Le secrétariat à la commission est assuré par les services de la commune. Lorsqu'elle comporte 3 membres, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents. Lorsqu'elle comporte 5 membres, la commission de contrôle délibère valablement lorsque 3 au moins de ces 5 membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Et la commission mentionne dans un registre les motifs et pièces à l'appui de ces décisions. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Donc on va prendre le tableau du conseil municipal tel qu'il a été élu en 2014. Donc si on
part après le troisième adjoint. Alors, Madame Morisseau n'est pas présente. Madame Leca n'est pas présente. Niles n'est pas présent. Monsieur Kaiser Robert, est-ce que tu acceptes d'être sur cette liste commission de contrôle? Ouais, ouais. Petit point note. Ensuite, Madame Schulz est absente. Monsieur Thirion Jean-Michel. On se réunira de préférence quand? En journée? C'est oui, je pense. Si c'est en journée, ça va être trop compliqué. Si c'est en Si soirée, tout le monde est... C'est nous qui décidons les horaires. Oui, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas d'administration. Non, c'est même qui déciderait des horaires. Si tout le monde est présent, ou la majorité est présente en journée, autant le faire en journée. Hein. Donc ça, c'est pendant les heures de travail de la secrétaire de mairie. Pas obligé de payer des heures. Si dans la suite, tu as du monde qui est présent en journée de manière certaine, je sais pas, c'est pas un souci. Non, mais Jean-Michel, si ça t'intéresse, normalement, tu dois dire oui ou non. Quoi. C'est la règle. Tout le monde n'est pas obligé d'être présent sur les 5. Non, mais oui, si je dis aujourd'hui, c'est parce que Voilà. c'est que je peux Voilà, là c'est après. clair. Non, mais Robert est déjà là en journée, Madame Mazur est là en journée, Monsieur Sturm est là en journée, donc il y aura déjà une majorité qui sera là en journée. Je laisse ma place. Tu laisses ta place? Madame Ordrieux n'est pas là, Monsieur Corman. Ok. On en a combien là? 2. Madame... Oui. Bon, on en a 3. Et donc Madame Mazur et Monsieur Sturm. Ben oui. Ouais, il est trop loin dans la liste. Il est trop loin dans la liste. Tu es d'accord, hein? Ah oui, lui, c'est même pas, toi, c'est même pas en journée, c'est juste pendant les vacances. Ou le mercredi. Ah oui, d'accord. Bah, mettez-vous d'accord, mon cher médical. Hein. Tu veux ou pas? Il veut plus que toi, alors, là, tout le monde est d'accord? Philippe Lelon. Voilà. Donc c'est Monsieur Robert Kaiser qui est donc le plus élevé dans la liste, qui sera chargé des convocations et de l'animation de ces réunions. Voilà. T'es content? Ok, tu acceptes, Robert? Oui. Bon, allez. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, ensuite, périmètre délimité des abords des monuments historiques. Donc, on en avait déjà parlé ici même. On avait délibéré sur le principe, hein, de dire qu'on était d'accord pour modifier sur la proposition des ABF le cercle des 500 mètres qui n'avait plus de cohérence, puisque on a le cas pratique actuellement, puisque au Jardin du Castel, il y a certains permis qui sont dans le rayon des 500 mètres, et la maison voisine est hors du rayon de 500 mètres. D'ailleurs, là où on a construit actuellement, on n'est plus dans le rayon des 500 mètres. Donc on devait avoir une réunion ici en mairie qui a été annulée à la demande de l'ABF, puisqu'elle était à quelques jours d'être en congé maternité, et elle ne voulait pas se déplacer, donc elle m'a demandé de me déplacer jusqu'à Metz, ce que j'ai fait. J'ai demandé à Madame Dens de m'accompagner. Donc elle nous a présenté ses propositions que je vous présente ce soir. Donc moi je ne lui ai pas donné de réponse. Je lui ai dit que j'en parlerai au conseil municipal et que c'est le conseil municipal qui déciderait donc des... Donc, je vous distribue le document qu'elle m'a donné. Alors,
vous avez actuellement, donc le rose, c'est le rayon des 500 mètres. Donc vous voyez plein centre le village ancien et puis la surface de la citadelle. Hein. Et en vert, ce sont ces propositions. Donc ça veut dire en fait que c'est plus un cercle arbitraire, que c'est des propositions à la parcelle. Donc certaines débordent un tout petit peu du cercle de 500 mètres au motif que c'est une parcelle unique, elles ne voulaient pas couper la parcelle en son milieu, hein, ce qui était le cas avec le rayon. Donc, et exclut de ce rayon des 500 mètres tout ce qui est jardin du Castel, tous les lotissements du haut. Seules il subsiste les maisons à droite de la route de Halin. Sont exclues également les maisons de la route de Thionville au-delà de la gendarmerie et les deux maisons isolées. Donc le chemin de la Glèbe, il n'y était pas, mais ça va un peu moins loin, ça s'arrête donc à hauteur des fermes, des deux fermes. Donc les habitations du chemin de la Glèbe sont plus concernées. Et les maisons isolées, route de Folbach, donc Werner, anciennement Werner, et route de Putelange ne sont plus concernées non plus. Vous avez les deux petites maisons isolées ne sont plus concernées. Et tout le reste est inscrit donc dans le nouveau plan des abords des monuments historiques. Donc l'ABF interviendra uniquement sur tout ce qui est en vert, et exclusivement ce qui est en vert. Elle considère que pour le lotissement, il n'est pas nécessaire de l'inscrire parce que ce n'est pas en co-visibilité avec la citadelle et le village, et également parce que c'est pas, en tous les cas, en ce qui concerne le jardin des Castels, le règlement de lotissement couvre suffisamment ces exigences, pour cause, puisque ça a été rédigé avec le concours des ABF. Il n'y a pas une question de durée, le règlement? Alors le règlement c'est 10 ans. C'est ça? Ouais, le règlement Donc c'est 10 au-delà ans. des 10 ans? Ben, le règlement des 10 ans, c'est le droit général qui s'applique compte tenu du fait que... Là, il y a beaucoup moins de règles après. Oui. Elle considère qu'il est... Pour l'ancien lotissement. Alors l'ancien lotissement, elle le maintient au motif qu'il est, lui, vraiment en co-visibilité avec le village. Alors que les extensions actuelles, même la troisième tranche du lotissement, n'est pas en co-visibilité. Par contre, elle maintient tout ce qui est du côté droit de la route de Halin, qui là... Ici, il n'y a plus de règlement. Alors dans les anciens lotissements, il n'y a plus de règlement. Il y a encore un règlement qui court sur les jardins du Castel. Ouais, c'est ça. Et le reste, il n'y a plus de règlement. Donc tout ce qui va être sur le plateau dans les prochaines années ne sera plus soumis à l'ABF. Donc moi je ne lui ai pas donné de réponse. Bon, je lui ai simplement dit que je trouvais que c'était une proposition correcte. Hein. D'ailleurs, elle a fait un rapide compte-rendu. Proposition de PDA reçue favorablement par le maire de la commune et en adéquation avec le zonage du PLU. Donc en plus, ça correspond au zonage du PLU qu'on est en train de faire. Donc, calendrier PLU, donc elle a demandé à Mme Ludens, fait un règlement et zonage pour fin d'année 2018, enquête publique avant l'été 2019. Donc l'enquête publique, elle portera non seulement sur le PLU, le zonage PLU, le règlement PLU, mais portera également sur ce nouveau plan pour lesquels les Rodemacois pourront faire des remarques s'ils le souhaitent auprès du commissaire enquêteur. Et elle est en attente, elle a mis en attente du retour de M. le maire suite aux remarques du conseil municipal avant d'envoyer le rapport définitif, qui sera donc joint au PLU et à l'enquête publique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette proposition? Est-ce que tu imagines des grandes parcelles qui débordent là, de l'ancien cercle rouge, une demande de couper une parcelle en deux, et
Ben, disons que ça va être difficile de sortir quoi que ce soit de la zone verte, puisque toutes ces parcelles sont en co-visibilité avec le village et la citadelle. Si cette partie-là est sortie, c'est qu'il n'y a pas de co-visibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quand tu es ici au jardin dans les lotissements, tu n'as pas de vue sur la citadelle ni sur le village. Tandis que de tous les accès à Rodemack, que ce soit d'Ezin, de Brestrock, de Putlange, de Fixem, tu as vue sur le village ou la citadelle. Donc tous ces terrains-là resteront en zone verte, quoi, en quelque sorte, qui correspond au secteur ABF. J'imagine juste que par là, c'est ça. Ben si, là là tu as la... Ah non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le fait que le terrain soit constructible ou non, ça ne relève pas de cette zone-là. Ça relève du PLU. C'est pour ABF. Ça veut dire que ce n'est pas obligé que les deux choses concordent. Mais même si c'est constructible, il faudrait essayer de sortir du cercle ABF parce que c'est contraignant. Non, je ne peux pas. Si tu es dans la zone verte, tu peux construire à condition que le terrain soit constructible. Et s'il est constructible, le permis de construire passe aux ABF. Voilà. C'est ça. C'est ce que ça veut dire. Et elle n'a pas voulu... oui, c'est des champs, mais bon, ça peut devenir constructible un jour, voilà, on se permet. Pas cette fois-ci, mais peut-être la fois suivante. Voilà. J'imagine quelqu'un qui voudrait construire et qui voudrait se libérer des contraintes ABF, c'est pas imaginer. Ah ben, il ne peut pas construire là. Voilà. On construira les uns. Voilà, en fait ça correspond parfaitement à notre PLU, puisque l'extension de la commune se fait sur le plateau qui n'est pas en co-visibilité et ne se fait pas dans toutes ces parties-là. Mais, parce que l'ABF n'intervient pas seulement sur la construction, l'ABF peut intervenir aussi sur des plantations, sur l'abattage d'arbres, peut intervenir dans un tas de domaines. Elle n'intervient pas seulement sur la construction, elle a son mot à dire, je ne sais pas moi. Si quelqu'un veut, par exemple, installer une éolienne ici, elle a son mot à dire. Pas seulement. Là où il n'y a pas lieu d'être, c'est bien raison. D'autres remarques? Non, C'est pas pas cohérent. Donc un accord pour accepter, et on lui enverra la délibération du conseil municipal. Hein. Et puis elle pourra nous envoyer le dossier définitif, parce que là c'est qu'un plan qu'elle m'a laissé. Et donc, alors, les subventions de fonctionnement 2018 aux associations locales. Alors, dans le même état d'esprit des années antérieures, depuis maintenant 2-3 ans, pour coller donc à la baisse des dotations de l'État, on essaye, si c'est possible, de baisser un tout petit peu les subventions municipales. Donc j'ai assisté à nombre d'assemblées générales. Je ne parle pas seulement des vieilles pierres. J'ai également reçu les documents des différentes associations. Je peux vous dire que les associations à Rodemack vivent bien. Voilà. Et que j'aimerais bien avoir le montant des reliquats des associations sur le compte de la commune en fin d'année, hein, une estimation. Les associations de Rodemack ont actuellement, globalement, collectivement sur le compte, à peu près 400 000 €. Ce que la commune n'a pas en fin d'année. Voilà. Donc, ce que je vous propose... Si on transforme la commune en association, peut-être on aura... Donc, ce que je vous propose, c'est, comme on l'a fait l'année dernière, on avait baissé de 17 455 à 17 000. Je vous propose de baisser la somme globale à 16 500 €, moins 500 € pour l'année dernière.
et de répartir les subventions à l'intérieur de ces 16 500 euros. Alors, donc à partir de là, De manière homogène. homogène, je vous propose, Des associations qui ont un peu plus d'argent que les autres. oui, ce que je vous propose donc, c'est de reconduire quasiment pour l'ensemble des associations, sauf l'amicale des sapeurs-pompiers, je pense qu'on peut baisser un peu, hein, de 1300 à 1200, donc l'amicale vit bien. Et puis, suite au rattachement de Putelange et Thionville sur Rodemack, vous avez la possibilité déjà d'obtenir une subvention de la commune de Putelange et Thionville, et vous en avez obtenu une, et également d'aller vendre les calendriers sur Putelange, c'est quand même la principale recette de l'année. Et puis, la deuxième association qu'on baisserait, c'est l'Olympique Rodemack Handball, qui, suite un président qui est très, très actif et qui fait rentrer de l'argent, on a quand même pas mal d'argent en caisse, d'autant plus qu'on leur a versé des subventions, peut-être avec du retard, parce qu'ils n'étaient pas toujours en règle, mais maintenant ils ont touché la totalité des subventions des communes, donc ils ont quand même des réserves conséquentes. Hein. Ils peuvent voir venir. Hein. Vous avez une grosse subvention aussi. Alors la subvention à l'Olympique passerait de 7 300 à 7 000. C'est beaucoup, mais compte tenu du nombre d'enfants, c'est pas excessif. Je veux bien qu'on dise que c'est nécessaire, hein. C'est une grosse subvention. C'est de l'argent, mais je pense que quand on a des équipes qui vendent des seniors jusqu'aux gamins de 500 euros, ça touche énormément de monde. Et les autres subventions seraient reconduites pour les APP 600 euros. Les allumés 460, le tennis 1900, le foyer 4090, Rodemack-Macadam 150, René de Mac 150, Procar APE 150, Centre Pelt qui a retrouvé donc une direction stable 300, ce qu'ils avaient antérieurement, sauf l'année dernière, on n'avait pas versé compte tenu et coup de pouce, coup de cœur 150 et Club des Maisons des Baillis 150. Donc, ce qui nous amène à 16 450. Et l'UCEP n'a rien demandé. Donc, enfin, n'a pas demandé, pas de demande. Donc, je rappelle, amical qui passerait de sapeur-pompier de 1300 à 1200, AVP idem, les allumés idem, tennis idem, foyer idem, Rodemack-Macadam idem, René de Mac aussi, Procar aussi, APE aussi. Olympique Rodemack Handball passerait de 7300 à 7000, Centre Pelt idem, coup de pouce, coup de cœur, c'est une première, et Club des Maisons de Bailly, 150 aussi, c'est une première. Je pense que c'est correct. Voilà. Et quelqu'un veut faire une remarque par rapport à ça? Alors, est-ce que j'ai le chiffre le handball a actuellement plus de 46 000 euros en caisse. Donc, bon. Il est vrai aussi que cette année, au niveau des équipes, ils ont des déplacements plus lointains, puisqu'ils sont montés de compétition, sont très nationales, hein, plus ils montent dans la hiérarchie. Et même les équipes de jeunes sont à un niveau élevé, donc ils ont des déplacements quand même importants aussi. D'autres remarques? Non? On est d'accord pour... Non, j'ai discuté avec le président, il n'y a pas de souci. C'est bon? Vous êtes d'accord? Oui. Alors, subvention exceptionnelle au conseil de fabrique. Donc là, c'est une convention qu'on a signée donc, avec le conseil de fabrique pour le presbytère, hein, et le foyer, puisque une partie du foyer appartient au conseil de fabrique. Donc on doit leur reverser une partie, une quote-part sur le loyer du presbytère, enfin du haut, la partie le logement de l'étage, qui est considéré comme
et également rembourser les frais d'assurance du foyer. Et donc pour cette année, comme le logement a été occupé toute l'année, la subvention exceptionnelle s'élève à 1 312 € contre 1 255 l'année dernière. Ce n'était pas une année complète. Donc, pour vous informer également que la famille syrienne va quitter Rodmack, ils ont trouvé un logement sur Thionville. Donc, ils partiraient pour en décembre. Voilà. Donc, on va attendre qu'ils soient partis pour décider ce qu'on va faire de ce logement lorsqu'il sera plus occupé. Voilà. Donc, 1 312 €. Donc, signalétique, étude de la signalétique du bourg, élaboration du plan de jalonnement de signalisation et d'information locale. Donc, une signalisation avait été faite dans Rodmack il y a un certain nombre d'années par les responsables du syndicat d'initiative. Donc, cette signalisation, elle est toujours valable, mais elle est plus complète, compte tenu du fait que depuis, il y a d'autres bâtiments qui sont construits, il y a des commerces qui sont établis, il y a différentes choses. Donc, conformément au programme municipal que nous avions mis en place pour les élections 2014, il faudrait qu'on puisse, si c'est possible pour l'année 2019, mettre en place une nouvelle signalétique. Principaux bâtiments, des monuments et parkings respectant une charte graphique. Donc, pour ce faire, j'ai pris contact avec une société avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années pour mettre en place un certain nombre de panneaux, c'est la croix signalisation. Donc j'ai eu un contact avec le commercial et qui m'a dit que compte tenu de la complexité du village de Rodmack et surtout du manque d'espace de les rues, il faudrait passer par une étude, par une société spécialisée qui nous fasse une étude pour le jalonnement, pour savoir si à tel endroit on peut mettre des panneaux et si on met des panneaux de signalisation, quels panneaux. Si à d'autres endroits, ces panneaux de signalisation doivent être sur une façade, etc., etc. Donc ça mérite une étude complète pour signaler. D'ailleurs, moi-même, j'étais surpris parce que pour qu'ils puissent me faire un devis, j'ai dû lister tout ce qu'on souhaitait mettre en place. Si on met les bâtiments communaux, la mairie, l'église, le jardin médiéval, les commerces, les gîtes, etc., je peux vous dire qu'il y a un certain nombre. Donc, on a consulté une société qui m'a fait un premier devis de 8 200 €. Donc, c'est une étude complète, mais hors acquisition de panneaux. Bon, finalement, après discussion, ils sont descendus à 7 420. Alors, ça concerne. Donc, le contexte de la mission est la suivante. La mairie de Rodmack souhaite revoir la signalétique sur son territoire afin d'améliorer l'accueil et l'orientation des visiteurs et des usagers pour optimiser les conditions d'accès ainsi que la fréquentation des sites, des équipements et des commerces, de faciliter et d'organiser le flux sur le territoire, de contribuer à la mise en valeur du territoire et des sites en maîtrisant mieux l'implantation de toute signalétique. Ensuite, l'étude consiste aussi à nous guider pour respecter la réglementation concernant la signalisation et la publicité et répondre à la demande des différents usagers et acteurs locaux. En outre, la mise en œuvre d'équipements de signalisation sur les trottoirs et accotements de voirie nécessite une parfaite connaissance des réglementations liées à la sécurité routière et au déplacement des personnes à mobilité réduite et de manière plus large à l'accessibilité. Donc tout ça, ils prennent en compte. C'est la raison pour laquelle ça coûte un petit peu d'argent. Bon, je sais que par exemple, la mairie, quand c'est quelqu'un qui vient pour la première fois à Rodmack, on peut vous assurer qu'il ne trouve pas la mairie. Ça, c'est une catégorie. Il se gare sur la place des baillis, il passe à l'office de tourisme et il demande où est la mairie. Donc c'est un exemple. Ça concerne Rodmack, Folbach, C'est principalement Rodmack.
Folbag, bon, Folbag n'a rien de particulier, et ça non plus. Les émails, il y a jamais, mais ça on trouve. Donc le contenu de la mission, analyse et définition des besoins, établissement de la liste des pôles à signaler, donc ça on le fera ensemble, liste des mentions signalables, etc. Ce premier travail sera mené conjointement avec les services de la commune au cours de la première réunion de travail. Réunion de cadrage et de validation des pôles à signaler. Tout un échéancier. Ensuite, définition du schéma directeur de jalonnement. Étude des jalonnements, choix des mentions au carrefour. Édition des plans décors. Donc, l'objectif de cette étape est de définir précisément les mobiliers à mettre en œuvre, quantité, dimension, implantation, et de valoriser le programme des travaux, estimation précise. Après, objectif également de réutiliser tous les équipements existants qui le pourront, dès lors qu'ils seront conformes aux règles techniques fixées au préalable. Voilà, tout ça fait que... Et enfin, estimation des travaux. Donc le bureau d'études réalisera l'étude dans un délai de 3 mois après confirmation écrite de la commande. Analyse et définition des besoins 3 semaines, définition du schéma directeur de jalonnement 4 semaines, édition des plans décors 5 semaines. Et le total, analyse et définition des besoins, définition du schéma directeur de jalonnement, édition des plans décors, total hors taxe 7 420 €, TTC 8 904 €. Moi, je pense que c'est indispensable à l'heure actuelle, ne serait-ce que pour signaler non seulement les équipements, mais également les commerces, les gîtes, etc., etc. Je crois que tout le monde a besoin de visibilité. C'est un problème donc, touristique, également pour les usagers, également pour les commerces. C'est quand même un avantage hier, beaucoup de gens rentrent à la pharmacie pour demander où est l'épicerie. J'ai aussi. Ouais. Donc, quelqu'un veut intervenir alors que je propose la délibération? Non. Dans le cadre du plan tourisme de la communauté de communes sur Rodemac, il sera amené à nous aider dans ce truc-là ou pas du tout? Comme ils vont aménager. Alors, la communauté de communes peut nous aider au titre des fonds concours, oui, c'est ce qu'on va demander. Hein. Voilà. Ça, c'est dans notre montant global. Voilà. Il n'y a pas d'effort supplémentaire pour nous aider dans cette démarche-là. On peut demander, mais a priori non. Hein. Donc, ils vont déjà dépenser une somme conséquente pour faire le accueil. Pas oui. Donc, la délibération serait libellée de la façon suivante: élaboration du plan de jalonnement de signalisation d'information locale du bourg de Rodemac. La commune souhaite compléter la signalétique du bourg afin d'améliorer l'accueil et l'orientation des visiteurs et des usagers pour optimiser les conditions d'accès ainsi que la fréquentation des sites, des équipements et des commerces. Afin de respecter la réglementation concernant la signalisation et la publicité et de répondre à la demande des différents usagers et acteurs locaux. Le conseil municipal, sous proposition du maire, après en avoir délibéré, décide de faire réaliser une étude pour la réalisation de signalisation du bourg de Rodemac, accepte le devis d'un montant de 7 420 hors taxe sur 8 904 TTC, sollicite la CCCE au titre des fonds de concours pour un montant de 3 700 €. Ça ne peut pas dépasser 50%. Autorise le maire à signer le devis et toutes les pièces afférentes pour la bonne exécution des présentes. Alors bien sûr, vous serez tous associés à cette étude parce qu'on a besoin de l'avis de tout le monde. Hein. Moi, j'ai essayé de faire une liste pour établir le devis, une liste rapide, mais on peut oublier des choses, j'en ai certainement oublié. Donc, les réunions avec le bureau d'études seront faites pour lister vraiment, je prends par exemple la rue Zimmer, il y a la maison des Vieilles Pierres, il y a la maison rurale, il y a la poste, il y a les gîtes, bien que dans ce coin-là, voilà. Donc ça suppose quand même qu'on travaille un petit peu sur ce dossier-là.
prévoir discret et prévoir que ce soit évolutif. Quoi. Ah oui, il faut que ce soit évolutif. Obligé. Soit évolutif dans le sens où on puisse rajouter les Pour compléments à l'eau, l'instant, ou modifier, aider, voilà, se retirer, etc. voilà, ou changer d'emplacement. Ok, on est d'accord? Merci. Alors, fallback. Donc pour fallback, on a donc fait un certain nombre de demandes de subventions lors d'un précédent conseil municipal. Ces demandes de subventions sont parties. J'ai eu un coup de fil de la région Grand Est qui me dit qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre dans leurs critères. Elle devait me rappeler pour me donner le montant qui rentre dans les critères de la région. Elle ne l'a pas fait, mais de toute façon, notre dossier ne passera pas à la région avant janvier-février de l'année prochaine. En ce qui concerne la DETR, donc le dossier est complet. J'ai eu un accusé de réception. Le sous-préfet nous dit que vous pouvez faire les travaux, mais ce n'est pas un accord de subvention. Et en ce qui concerne le département, là c'est plus compliqué. Je vais faire un courrier au président Biden et puis j'en ai déjà parlé à Rachel. Les services administratifs du département nous disent que comme les travaux de fallback sont implantés à 3 endroits différents de fallback, il faudrait faire 3 dossiers. Mais on n'en a plus que 2 disponibles, puisqu'on en a déjà fait un pour ESA. Donc je vais voir avec le département pour essayer de régler ça. Je vais faire un courrier pour les services administratifs, il faut leur boulot. Hein. Il faut que les travaux se touchent. On ne peut pas faire un bout de rue à un endroit, un autre bout à un endroit. Donc j'espère qu'avec le soutien de Rachel, on pourra modifier ça. De toute façon, il est hors de question qu'on fasse 3 dossiers. De toute façon, on n'a plus que 2. Même si on en fait 2, on n'a plus rien à travailler. Et donc, on a eu une réunion, les maires du canton de Cattenom-Lutz, on a eu une réunion avec le président Biden un samedi matin, et il nous a parlé de la possibilité d'être subventionné au titre des amendes de police, qui s'appelle d'ailleurs plus comme ça, mais ça s'appelle maintenant AMISUR. AMISUR, aide Mosellane aux investissements spécifiques à la sécurité des usagers de la route. Et donc, en regardant, donc on a demandé à ce qu'ils nous envoient donc, les conditions, et en regardant donc, les conditions, il y en a un certain nombre, donc ça concerne la circulation routière, mise en œuvre des plans de circulation, installation et développement de signaux lumineux, etc., aménagement de carrefour, création de passages surélevés, mise en place de zone 30. Et donc pour fallback, il y a 2 ou 3 critères qui pourraient nous convenir. Il y a déjà la sécurisation des écoliers. Hein, donc là, on va implémenter qui vont jusqu'au bus. Hein, et aménagement ponctuel de trottoirs pour la sécurisation des piétons. Ces ouvrages devront respecter les règles en vigueur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc on rentre dans ce cadre-là. Donc on va faire une demande de subvention complémentaire pour la partie qui concerne les aménagements de sécurité uniquement, hein, puisqu'on ne peut pas demander sur le reste. Hein. Et on peut avoir une subvention de 30% sur un plafond de 100 000. Donc on peut avoir au maximum 30 000 euros. Mais 30 000 euros, c'est 30 000 euros. Voilà. Donc aménagement de sécurité, amende de police à MISUR. Le conseil municipal, après l'exposé du maire, démontrant la nécessité de réaliser des aménagements de sécurité par la réalisation de trottoirs pour la sécurisation des piétons et des écoliers, ces ouvrages respecteront les règles en vigueur pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le conseil municipal donc adopte le projet d'aménagement de sécurité rue des Jardins principal et Vieille Forge à Folbach, décide de réaliser le projet pour un montant de 253 370,70 hors taxe. Fixe le plan de financement comme suit. Coût du projet 253 370,70. Amitaire 68 410. Amissure 30 000. Fonds libres communaux 154 760,70. La part non subventionnée sera financée par les fonds propres de la commune.
sollicite le concours du département au titre de amissure, entre parenthèses amende de police, à hauteur de 30 000 €. Autorise le maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution des présents. Voilà. Je pense que avec les différentes subventions auxquelles on a émargé, j'espère qu'en faisant le cumul de tout ça, on pourra réaliser quelque chose de correct. Mais ça suppose qu'au niveau de la Mitaire, on trouve une solution, parce que là, on ne va pas faire un dossier pour l'héberger principal, un dossier pour la Forge. Et comme j'ai expliqué à Rachel, je vais l'expliquer au président Leiten, on ne va quand même pas casser la partie à bord de la rue de la Forge pour que les dossiers se rejoignent. C'est ridicule. Bon, c'était le même problème à Isa. À Isa, il voulait qu'on fasse un dossier pour la place des Métairies, un dossier pour le passage de rétention, finalement. Ok, tout le monde est d'accord? Alors, le dernier point, c'est l'information annuelle sur la liste des transactions pour lesquelles la commune n'a pas préempté. Donc, ça concerne principalement les jardins du Castel, où au cours de l'année, il y a un certain nombre de terrains qui ont été vendus. Alors, le lot numéro 44 à M. Rama Canozo, le lot 36 à M. Membre, le lot 42 à M. Buzon, le lot 41 à M. et Mme Weber, le lot 37 à M. et Mme Gigon, le lot 40 à M. Riss et à Mme Massot, le lot 23 à M. Da Silva Roca, le lot 17A à M. Fuchs, le lot 43 à Mme Azez et le lot 17C à M. Enriquez de Souza. Ça, c'est pour les jardins de Castel. Ensuite, il y a au Bayerplatz, il y a Lai qui a vendu à Gesson-Méniel. À Place Monseigneur Pelt, Boncourt a vendu à Ritz. Rue du Jacques Zimmer, 77, Fèvre a vendu à Pierre. Rue de la Vieille Forge à Folbach, Gilbert Simon ont vendu à Le Sourd Erard. Rue Philibert de Bade, la SCI du Château a vendu à Madame Piré. Les travaux vont d'ailleurs commencer rapidement. Rue Arnoux 1er, Madame Pecoraro a vendu à Madame Coche. Route de Fixem à Folbach, la maison Thiel Forette a été vendue, la ferme a été vendue à M. Schaeffer-Borner et à Mme Bernardo. Et au 55 rue du Four-Banal, l'appartement Faber, qui appartient à M. Faber et à Mme Conter, a été vendu à Mme Muller. Voilà, toutes les transactions qui ont lieu autour de oui, mais il faut banal. Puisque l'entrée. Ça donne sur l'entrée. Non, l'entrée est sur l'arrière. L'entrée est sur l'arrière. C'est l'adresse qui était sur la ligne. Oui, sur l'avant, il n'y a pas d'entrée. Non, il n'y a que le garage. Voilà, ça c'est une information. Moi j'en ai terminé. Si quelqu'un veut signer les registres.